peu l'histoire, refaire rapidement l'histoire de ce qu'on peut appeler le cluster, donc organisé autour du Yacht Club de Monaco, et comment vous voyez cette notion d'attractivité de la Méditerranée. Je faisais référence quand on s'est vu tout à l'heure au repas à ces très belles images qu'on a tous vues en marge du Grand Prix de Monaco et qui montrent qu'aujourd'hui, évidemment, Monaco a une place tout à fait à part dans l'attractivité méditerranéenne. Merci. Alors attendez, à ce moment-là, on va peut-être... Oui, merci beaucoup. Merci d'abord d'avoir organisé cette journée. Je pense que c'est intéressant. Je voudrais revenir élargir un peu sur les clusters, mais d'abord, initions avec les clusters. Il y a 10 ans, on a débuté un cluster à Monaco parce qu'il nous a semblé intéressant d'améliorer l'image du yachting et des professionnels du yachting. Alors, il y a deux mondes, il y a les propriétaires d'un côté, on est entre nous, on peut le dire, et puis il y a les professionnels de l'autre. Et souvent, les propriétaires ont tendance à imaginer qu'ils sont un peu... pas toujours pour leur argent, pour en dire. Donc on a voulu parler d'éthique. Et le premier des objectifs du cluster de Monaco, c'était l'éthique, c'est avoir une éthique professionnelle. Le deuxième, c'est de se regrouper pour pouvoir se faire mieux connaître. Et le troisième, c'est d'essayer d'exporter notre savoir-faire et d'augmenter l'attractivité. Voilà le rôle du cluster, voilà pourquoi c'est né il y a 10 ans. On a aujourd'hui une centaine d'entreprises qui sont au cluster. On n'a rien inventé, on n'a rien fait d'exceptionnel. On a fait des commissions, on travaille, et puis voilà. Le cluster, c'est vraiment quelque chose qui me semble important de faire fonctionner localement, parce que ça permet, vous connaissez tous l'adage que seul on va beaucoup plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Ben, c'est exactement ce qu'il faut appliquer à notre industrie en ce moment, c'est les mots simples. Voilà. On va continuer à échanger, puis on aura l'occasion de revenir sur Bernard Alessandri tout à l'heure. Pour l'Espagne, comment on fait, Tony Salom, pour Balearic Marine Cluster? On a commencé à évoquer les clusters espagnols ce matin. Est-ce que vous avez cette même démarche que celle que Bernard Alessandri vient de présenter, déjà d'offrir le meilleur service possible à vos clients, et puis de fédérer la filière? Alors on va prendre un micro, voilà, ça sera mieux. Hola. Ouais, je croyais que ça fonctionne apparemment. Hola. Très bien. Sí, el clúster nuestro nació en el año 2019 y el motivo por el cual se fundó era para dar más competitividad y poder desarrollar más la industria a nivel local y al mismo tiempo pues poder hacer una internacionalización. ¿Vale? Como sabéis muchos, en Palma tenemos dos modelos de varadero, los modelos de astillero, un modelo abierto y uno cerrado. El modelo abierto es un varadero en el cual la mayoría de empresas pueden desarrollarse sin necesidad de un main contractor. Entonces eso lo que hace es que se generan muchas empresas. Y una de las necesidades que tenía el sector era la formación, la falta de personal que tenemos, como también tenemos en general en toda Europa. Pero eso fue uno de los grandes retos del clúster, era desarrollar mucho lo que era la formación. Entonces llegamos a un acuerdo con el gobierno balear para hacer una formación dual. ¿Vale? Una formación dual desde que el primer momento que el alumno empezaba a trabajar ya adquiría un salario. Entonces están haciendo actualmente 9 meses de trabajo y 3 de teoría. Luego, recientemente nos hemos hecho una campaña muy fuerte de internacionalización en los últimos 3 años, teniendo presencia en las ferias de Mónaco, de Mex, de Palma de Mallorca, y ahora estamos negociando para estar en Cannes, depende ahora cómo va a caer con la Junta. Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero estamos en la misma línea de trabajo que todos los clústeres. También tenemos nuestras comisiones de trabajo para que los mismos asociados no puedan decir que no son partícipes del clúster. Entonces cada mes tenemos una comisión pues, de los diferentes asuntos que pueda haber, como el tema de REFIT, como puede ser el tema de asuntos legales, temas del TPA, problemas que se encuentran los barcos extranjeros cuando llegan a Palma con las aduanas. Entonces estamos intentando ayudar todo esto, ya digo, a desarrollar y a dar más desarrollo a la industria náutica balear. Gracias. D'accord, merci. Alors, je me tourne maintenant vers Pietro Angelini pour Navico Yacht Charter. Donc, le point de vue italien sur cette question-là. Aujourd'hui, des clusters, pourquoi? Quelle est la raison de créer des clusters pour vous en Italie? Sì, grazie anche da parte mia, alla Regione.
naturalmente all'amico Fabien, per cui ci conosciamo da tanti anni, e agli altri amici del cluster delle Baleari. Navigo è nato nel 2007 con 7 imprese, un modello privato-pubblico, dove la maggioranza era in mano ai privati e una minoranza nelle mani del pubblico. Oggi siamo 200 imprese, passati 17 anni, abbiamo da circa 8 anni la gestione del distretto tecnologico, sia della parte imprese sia della parte porti. Abbiamo aperto una scuola, un ITS, un'università, poi parlerà il collega, dove formiamo 100 ragazzi l'anno. Abbiamo formato il consorzio delle marine della Toscana con 5.000 posti, barca e 11 porti, e la nostra missione è quella di lavorare per portare clienti all'impresa, quindi siamo molto focalizzati sul B2B. La gente, i nostri soci prima di tutto vogliono il mercato, vogliono capacità di analisi di mercato e di network. Poi abbiamo la nostra divisione ricerca e sviluppo, in questo momento abbiamo 10 progetti europei in corso, 2 progetti nazionali, 8 progetti regionali. Sviluppiamo progetti che sono legati alla barca, all'alleggerimento, alle nuove propulsioni, alla relazione barca-porto, allo sviluppo del porto e dei servizi, e altri, diciamo, progetti che sono comunque sviluppati al miglioramento della competitività. Per cui poi facciamo eventi, abbiamo il nostro evento che si chiama IARE, dove ogni anno è sempre presente anche RIN, ogni anno invitiamo 100 comandanti da tutto il mondo da 13 anni, li facciamo incontrare con le imprese, diamo molto valore al rapporto con chi vive a bordo la barca, e come dicevo prima abbiamo sviluppato tutto il tema formativo. Très bien. Alors la formation, on va y revenir tout à l'heure, mais Fabien, permettez-moi une question. Moi, je découvre ce métier, comme finalement pas mal de gens qui disent qu'aujourd'hui cette réunion, elle permet déjà de fixer un certain nombre de choses. J'ai l'impression, surtout quand on voit l'étude qui a été présentée ce matin, que la Méditerranée est une zone très touristique où il y a beaucoup d'attractivité pour que les gens, à la limite, une fois qu'ils ont mis leur bateau quelque part, aillent aussi se balader dans l'arrière-pays, faire plein de choses, etc. Il y a du refit d'un côté, il y a de l'hébergement de l'autre. Vous avez mis la frontière à Cavalère tout à l'heure. Voilà. Est-ce que l'idée de faire des clusters, c'est pas de mettre ensemble finalement le refit et l'hébergement, de dire il faut un peu mixer tout ça et avoir cette notion, puisque Bernard a attaqué là-dessus en disant il faut avant tout qu'on montre que la compétence de nos équipes techniques est une compétence très forte. Alors effectivement, il faut un peu mixer tout ça, comme vous le dites à juste titre. C'est pour ça que Riviera Yachting Network, qui était d'abord historiquement un réseau d'entreprises orienté autour des métiers du refit, s'est un peu diversifié, s'est orienté vers les métiers des services. C'est un peu difficile de parler de frontières géographiques au niveau régional, lorsqu'effectivement on a la chance d'avoir un panel de clusters tel qu'aujourd'hui représenté. Et je dois dire qu'on a eu avant cette intervention, l'intervention exemplaire de 3 entreprises qui ont montré comment est-ce qu'on pouvait être complémentaires, arrêter de considérer qu'on est concurrent et se dire en réalité, on l'a vu tout à l'heure, au regard des chiffres qui ont été donnés dans le cadre de l'étude, 1400 refits au niveau mondial, près de 75% qui sont réalisés dans la zone dont on parle. Ce qui nous anime les uns les autres, même si on a tous des profils différents, des clusters différents. Pietro est directeur d'un énorme cluster qui regroupe à la fois des constructeurs et des refits. C'est sur 5 km², 7000 emplois. On est plus proche dans la physionomie de notre cluster du cluster des Baléares, qui effectivement lui attire autant les touristes en yacht que les chantiers et développe le même type d'offre nous. Et puis effectivement avoir cette séance d'échange sous l'œil bienveillant Monsieur d'Alessandri, c'est un honneur, parce que même les esprits les plus chagrins reconnaîtront que conformément à ce qu'ils affichent, Monaco est réellement la capitale mondiale du yachting, donc c'est bien qu'on puisse avoir cet échange en votre présence. Mais ce qui nous anime tous, c'est comment est-ce qu'on peut se battre ensemble, au sein de nos clusters respectifs, pour promouvoir à la fois une destination et une compétitivité dans l'intérêt de tous, toutes nos entreprises.
La question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'ensemble, et j'avoue qu'avec Pietro, avec Pedro, c'est des discussions on a longtemps eues. On a du reste sur WhatsApp un petit groupe qui s'appelle depuis quelques années entre nous Médiote. Parce que c'est un rêve un peu fou de se dire qui est-ce qui va porter le premier coup, la première pierre à l'édifice. Je remercie du reste le président Muselier d'avoir joué le jeu, d'avoir dit bah, ça se passe chez nous, en région sud, on va montrer qu'effectivement, dans un domaine qui nous est cher, et dont je sais qu'il t'est cher, François, qu'il est cher au président Muselier, on va montrer l'exemple de ce qu'on peut commencer à construire. Mais cette démarche, elle est duplicable en fait. Elle est duplicable et il faudrait qu'on ait la même démarche sur les choses qu'on est prêt ensemble à partager. Je vais prendre quelques exemples. On parlera de formation tout à l'heure. Effectivement, il peut y avoir une logique transnationale. Sur les questions de l'environnement, évidemment. Sur la question des salons et de la promotion de notre savoir-faire, peut-être qu'ensemble, plutôt que de chacun aller représenter une tête d'épingle aux États-Unis, on peut peut-être y aller ensemble et dire à l'ensemble du monde, regardez, 75% du refit, ça se passe ici. Ça se passe dans cette partie de la Méditerranée, parce qu'il faut être vigilant, il ne faut pas laisser les bateaux partir, comme vous l'évoquiez ce matin et comme l'évoque l'étude, avec des bateaux qui migrent vers l'Est. Alors effectivement, Pietro me dirait, nous les Italiens, de toute façon, on les vend au sud, au nord ou à l'est, on veut vendre du bateau, et l'objectif est atteint. Mais voilà, c'est savoir ce qu'ensemble on peut faire. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense que parfois, la lisibilité qu'on donne à nos décideurs, alors ici on n'a pas de problème au niveau local, mais sur certains de nos territoires, on peut avoir un problème de lisibilité au niveau national, bien qu'on ait des partenaires qui nous suivent à travers le registre international français, précieux, et dans d'autres domaines avec ICPY, le GP ou PYA, donc on peut s'appuyer sur des compétences précieuses. Mais comment est-ce qu'on peut promouvoir ensemble un certain nombre de vecteurs qui nous sont communs et qui sont vecteurs de réussite et leviers de réussite pour notre ensemble, Pour que ça marche en Méditerranée, avec l'expérience que vous avez, Bernard d'Alessandri, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut, à échelle comparable évidemment, dupliquer un peu ce que vous avez fait à Monaco sur d'autres ports? Il y a quand même beaucoup de ports sur cette façade méditerranéenne, donc comment est-ce qu'on pourrait travailler? J'aimerais qu'on arrête de parler un peu de Monaco, mais qu'on parle un peu de la Méditerranée. Le yachting, c'est la Méditerranée, essentiellement. Ça, c'est, voilà. Accessoirement, c'est les Caraïbes. Et puis maintenant, on voit d'autres destinations, encore en Méditerranée, et puis peut-être vers le Moyen-Orient, mais le yachting, c'est en Méditerranée. On a une chance énorme, franchement. Moi qui ai les cheveux blancs et qui ai certainement un peu plus de mémoire ancienne, je me rappelle d'Antibes il y a quelques années, quand le port n'était pas à ça. Antibes n'était pas cette ville-là. Et le yachting, ça fait partie du développement du littoral. On l'a vu en montagne, si vous faites un parallèle avec les montagnes, la montagne, toutes les vallées étaient abandonnées. Quand on a commencé à mettre des stations de ski, elles ont revécu. Mais le yachting, on a la chance d'avoir ça. On a la chance d'avoir des infrastructures sur notre côte tous les kilomètres, pratiquement. On a la chance d'avoir un savoir-faire, d'avoir des entreprises, d'avoir du tourisme, d'avoir un climat, des aéroports, tout ce qu'il faut. Je crois que la première des choses, ce serait peut-être de garder ça tous ensemble et d'avoir un raisonnement large et d'essayer de travailler ensemble pour garder ce que nous avons. C'est un problème, on a vu les chiffres ce matin, le chiffre il est quand même important. Il me semble que, moi je me rappelle de la Ciotat, je parle comme un vieux, je suis vieux, je parle comme un vieux, mais si vous regardez la Ciotat il y a 20 ans ou 30 ans et la Ciotat aujourd'hui, c'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire, je crois qu'il y a le directeur de la Ciotat qui est par là, c'est pas lui qui va me contredire, je crois lui, mais... Il va intervenir tout à l'heure de toute façon. Voilà. Donc c'est quand même une chance. L'intérêt des clusters, l'intérêt des professionnels, de regrouper les professionnels à l'intérieur des clusters, c'est de pouvoir se faire représenter au niveau des autorités, d'aller dans le sens d'être plus attractif, d'amener de nouveaux clients, de ne pas perdre les clients qu'on a aujourd'hui et de garder cette attractivité en Méditerranée. Les savoir-faire sont différents, les façons de travailler sont différentes, mais essayons de faire attention
Peut-être qu'un jour la Chine sera un concurrent, je ne sais pas. Mais il y a d'autres. L'Asie du Sud-Est certainement sera un concurrent. Ils ont des sites. Essayons de garder le petit leadership que l'on a, le petit avantage que l'on a, qui n'est pas petit d'ailleurs, qui est intéressant et qui nous fait vivre et bien vivre. Et considérons ce yachting, alors on focalise beaucoup la carbonisation, non pas, bon d'accord, c'est vrai, comme tout le monde, on doit faire des efforts. Quand même, un chiffre, la mobilité dans le monde, le CO2 de la mobilité dans le monde, c'est 4% du total. Et le yachting, c'est 0,4% de ces 4%. Donc, on peut s'améliorer, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on ne va pas s'auto-flageller pour ça. Ce que le yachting, le danger du yachting, à mon sens aujourd'hui, c'est un danger d'image. Je suis un peu long, pardonnez-moi, mais c'est un danger d'image. Le yachting, c'est couper un peu de la population. Et il y a quelque temps, il me semble qu'on est rentré dans l'exagération. On est rentré dans l'exagération, ce qui fait des points de focalisation par rapport à une fracture sociale qui peuvent représenter un danger pour le yachting. Et qui risquent un jour, cette image, si elle n'est pas forte, les clients ne viendront plus ici en Méditerranée, ou ils iront en Méditerranée, mais peut-être plus sur la Côte d'Azur. Moi, je crois que l'image est importante. L'image du professionnalisme, le savoir-faire, le cluster, tout ce qui est fait, c'est bien, ça peut toujours s'améliorer, mais essayons de projeter dans le futur, essayons de voir et d'ensemble de faire un futur. Excuse d'avoir débordé le sens du Non, mais c'est excellent parce que c'était le but de parler de cette attractivité. Peut-être juste un mot de bouclage, parce que c'est vous qui avez aussi organisé, Fabien, avec la région, cette réunion. Est-ce que l'avenir de la communication autour du yachting, c'est pas justement de dire que dans cette région, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois le refit et qu'on a à la fois l'hébergement, et que parfois des villes comme La Ciotat peuvent en 30 ans évoluer. Le dernier gros bateau qui soit sorti de La Ciotat, le Monterrey, c'était en 88, c'est pas si loin que ça quand même. Ça fait pas 30 ans, ça fait un petit peu plus, mais voilà. Donc cette image qui change, comment est-ce qu'on va la porter pour avoir en fait cette notion de Méditerranée que vous portez tous aujourd'hui vraiment complètement ancrée? Alors je pense que Bernard D'Alessandri a mis l'accent sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire travailler sur le point économique, communiquer sur le point économique, est-ce que ça peut représenter dans notre région en termes d'emploi, notamment pour communiquer avec la population de nos différents territoires. Direct et indirect. Hein. Direct et indirect, effectivement, parce que je sais qu'en France, le terme de ruissellement est très, très en vogue, donc il y a un ruissellement qui est évident, mais aussi donner des gages en matière d'environnement. Bernard D'Alessandri disait que ça pouvait être accessoire, mais il est important que dans cet effort d'évangélisation, j'allais dire, on puisse porter la voix d'un yachting plus vert. Et je veux insister sur le fait que, quel que soit le profil de nos clusters, les difficultés que nous avons sur chacun de nos territoires sont les mêmes. On arrive à s'en accommoder, et je pense que Pietro en dira un mot au niveau local, au niveau national aussi, en fonction des élections, des aléas, des nouveaux arrivants politiques. Ici, on a une certaine longévité, une certaine perspective au niveau régional. Mais ce qui est certain, et j'en discutais hier avec Pietro, c'est qu'on a tous la même difficulté au niveau européen. Personne n'a la moindre idée de ce que représente le yachting. Je suis un peu caricatural, mais c'est sans doute un des axes sur lesquels nous quatre clusters, nos présidents, Laurent Falaise, Tony, et puis le président, et puis le président de Monaco aussi, et le président le prince de Monaco et le président du Yacht Club, pardon, et puis le président de Navigo, il faut qu'on intervienne collectivement pour faire peser nos voix et dire mais regardez ce que ça représente et attirer un focus sur notre triangle qu'on pourrait appeler un triangle d'or. On va conclure avec Pietro justement peut-être sur cette notion européenne et puis allez-y peut-être Bernard s'il vous plaît, puis ensuite on donnera la Je voudrais juste évidemment l'environnement c'est très important et c'est un acte de tous les jours de chaque instant pour nous tous et y compris pour le yachting, je ne minimise pas. Mais je voudrais dire que derrière ces bateaux il y a des centaines et des milliers de familles qui vivent.
l'économie d'Antibes ne serait pas la même économie s'il n'y avait pas tous ces bateaux-là. Donc, effectivement, la transition énergétique, il faut la faire, il faut décarboner. Mais il faut aussi continuer à nourrir cette population, il faut aussi continuer à avoir une économie qui fonctionne. Et c'est là tout l'enjeu. Parce que c'est bien bon, on peut tout arrêter, on reste tous à la maison, voilà. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc l'enjeu, c'est d'avoir des gens, des techniciens qui soient capables de nous permettre d'utiliser, de continuer à avoir des bateaux et de les utiliser correctement en faisant chacun un effort. Moi, je pense que ça me paraît quelque chose d'important et c'est comme ça qu'il faut le présenter et pas se flageller en disant on pollue, on est là qui pollue. Alors Pietro, justement, puisque l'Italie est quand même en pointe dans le domaine de la construction de ces bateaux, le fait européen qu'évoquait à l'instant Fabien, comment est-ce qu'on pourrait donner au yachting une vision européenne qui permette justement de sortir un peu de ces stéréotypes et de ces caricatures? Allora, innanzitutto dell'Europa contano i numeri e quindi diciamo dal nostro punto di vista io lancio che questa Med Cluster diventi qualcosa, quindi se vogliamo farne un accordo, una rete o quello che può essere lanciato un risultato, qua ci sono 4 cluster, ci sono 500 imprese. Se queste 500 imprese fanno matching fra di loro è un risultato enorme e possiamo andare su un tavolo europeo ovviamente con delle idee chiare. Quali sono queste idee? Il cliente è cambiato. Il cliente di queste barche è cambiato. Quando ho cominciato io 22 anni fa, la media del cliente era 75 anni, oggi è 45 anni. Questo vuol dire che le barche sono più naviganti, che hanno bisogno di più cose a bordo, che sono realmente in giro per avventura. Infatti sono nati gli Explorer, sono nati le barche per girare anche fuori dai mari classici, vanno anche nel nord. Ha aumentato tantissimo il charter perché oggi comprare una barca è diventato un investimento, lo sapete. Mai come in questo periodo si è venduto. A Viareggio, le statistiche in corso, Viareggio per la Toscana, perché ormai Viareggio si parla dalla Spezia fino a Livorno, si produce il 35% delle barche al mondo sopra i 30 metri. Questo è un dato che ci deve rendere tutti orgogliosi, come a me rende orgoglioso essere accanto allo Yacht Club di Monaco. Lo considero lo Yacht Club di tutto il settore, quindi diciamo dal nostro punto di vista è la vetrina nel quale si vanno a vendere le barche. Questo vuol dire che se riusciamo a fare questo accordo, riusciamo a tirare fuori i numeri, andiamo con le idee chiare, i giovani di oggi sono molto più consapevoli, hanno una cultura diversa, hanno studiato in giro per il mondo, hanno la possibilità di viaggiare non solo con la barca, di fare tanto benchmark, arrivano dall'IT, quindi hanno tecnologie molto più importanti di quelle che noi gli possiamo offrire. Dobbiamo essere capaci di dare degli strumenti tecnologici, sostenibili, reali e anzi di essere un esempio, perché è vero che noi non siamo quelli che inquiniamo nel mondo, ma possiamo essere un esempio. Ecco che la barca di Bill Gates a idrogeno diventa un esempio, ecco che le barche che vengono prodotte, già oggi ci sono barche della San Lorenzo piuttosto che di Baglietto che sono in fase sperimentale avanzata, sono degli esempi. Oggi il superare il pregiudizio si supera con una capacità di comunicare quello che può essere fatto coprendo il gap, pagandolo, perché questo tipo di utente può pagare quel gap che altrimenti un utente normale non può pagare. E sul tema quindi diciamo questi due temi, la ricerca fatta in modo aggregato, sicuramente dobbiamo ragionare per mari e anche l'Europa vuole questo, cioè c'è delle linee precise nel quale si può andare stasera a cercare di avere risorse. Cioè abbiamo il problema della Posidonia, si diceva prima col Presidente, bene, andiamo in Europa, facciamo un progetto insieme la linea West Med, quindi non è neanche quella da andare a cercare, è quella lì dove ci sono tutti i nostri cluster, andiamo precisi, abbiamo i tecnici, se siamo uniti vinciamo. Et bien voilà, je crois que si nous sommes ensemble, nous sommes gagnants. C'est la belle conclusion de cette table ronde. Merci à tous les quatre. On est obligé d'enchaîner, mais le sujet, de toute façon, il est en transition.